Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 12. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Salut, ça va très très bien et toi? Ça va bien, ça va bien. J'ai entamé la révision de mon manuscrit pour faire des petits ajouts là, qui avaient été notés pour améliorer l'histoire, mais c'est surtout au niveau de plus des phrases, trouver les répétitions, améliorer un peu, rajouter des descriptions, des émotions, genre de petites choses là, que des fois, quand on est tellement dans le feu de l'action, on oublie un peu de décrire un personnage ou d'ajouter un peu plus d'intensité. Donc, je suis là-dedans. Et toi? Il se passe plein de choses cette semaine. En fait, au moment où on enregistre l'émission, j'ai presque terminé la révision des nouvelles pour le recueil. Donc, au moment où l'émission sera en ligne, ils devraient être tous révisés. Alors, prochaine étape, envoyer ça à la réviseur. Et je viens d'obtenir le contrat avec ma réviseure que j'ai engagée hier. Donc, super motivant. Une jeune femme très sympathique qui a hâte de commencer à travailler sur le projet. Enfin, j'espère. Elle avait l'air d'avoir hâte. Et côté plus personnel, j'avais parlé la semaine passée de ma formation que j'ai suivie au niveau de la démarche artistique. Et cette semaine, c'était les rencontres. Avec la formation, on avait chacun une rencontre individuelle de 30 minutes avec l'animatrice, dans laquelle on y avait envoyé préalablement notre brouillon, si on veut, de démarche qu'on avait travaillé dans le cours. Et elle nous redonnait des feedbacks, des commentaires. Ouais, feedback. Commentaires. Des retours, des commentaires. Et c'est ça, c'était hier. Donc, super pertinent et intéressant comme processus, là. C'était juste une demi-heure. Au début, je me disais, ouais, une demi-heure avec quelqu'un pour parler de ma démarche. Il me semble que je suis pas super à l'aise avec ça. Mais ça a super bien été. Puis, il y avait beaucoup de commentaires, mais c'est toutes des choses qui vont être vraiment utiles pour retravailler ce texte-là, finalement. Donc, j'ai vraiment apprécié ce processus-là. Si jamais il y a quelqu'un qui a la chance de faire quelque chose du genre, je vous encourage fortement. C'était vraiment bien. J'ai pas retravaillé le texte, là, parce que, bon, j'ai pas eu le temps, mais éventuellement. Et ce premier jet-là était pour mon site web, donc ça va venir bonifier un peu ma présentation d'auteur sur mon site web. Est-ce que ça change ta planification des prochaines années? Est-ce que ça t'a fait remettre en question tes projets ou Non, pas vraiment. Par contre, ça m'a aidé à savoir comment verbaliser. Tu sais, des fois, on se fait demander t'écris, mais t'écris quoi? Ou pourquoi t'écris? Ou c'est quoi ton style? Mais c'est toutes des questions qu'on se pose dans le cadre de la démarche. Puis d'être capable d'identifier ça, parce que je sais pas pour toi, mais moi, quand on me pose des questions comme ça, ça ressemble à ça, la réponse que j'ai. J'écris des choses. Oui, c'est ça. Donc, de commencer à se questionner, pourquoi j'écris, mais qu'est-ce qui est important pour moi quand j'écris? Est-ce que c'est pour travailler mon écriture? Est-ce que j'écris de façon plus littéraire? Est-ce que j'écris de façon straight to the point? Je parle en anglais. Aujourd'hui, c'est la journée pour ça. Et c'est ça, donc ça nous fait questionner sur beaucoup de ces choses-là, mais c'est pas tant, oui, un peu sur la vision à long terme, mais c'est vraiment plus dans l'actuel, parce qu'une démarche artistique, ça évolue dans le temps. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, ma démarche est comme ça que dans 10 ans, elle va être la même. Donc, c'est vraiment un exercice ponctuel du moment présent. Oui, je pense que c'est toujours un peu fluide. J'écoutais un podcast ce matin où est-ce que l'auteur soulignait le fait que d'un livre à l'autre, il semble y avoir des thèmes communs. Donc, elle, dans son cas, c'était les deuxièmes chances. Puis ça revenait dans tous ses romans, peu importe le genre ou la série qu'elle écrivait. Puis là, je faisais cet exercice-là ce matin, là, de décortiquer un peu au-delà du genre littéraire ou de l'action ou du personnage, mais si j'avais des thèmes récurrents dans tous mes livres, puis bon, je ne suis pas encore arrivée à une réponse définie là-dessus, mais je pense que c'est une réflexion qui est importante à avoir parce que ça nous aide à trouver nos lecteurs avec plus de justesse. Oui, effectivement, puis éventuellement à mieux vendre le livre aussi.
parce qu'en étant Parlant en étant capable de le décrire, chose que des fois, c'est Ouais. difficile. C'est fou comment ça peut être difficile, des fois, de juste d'écrire son livre. Tu sais, des fois, c'est plus difficile d'en parler que de l'écrire lui-même. Oui. En tout cas, dans mon cas, parce que là, je m'égare, puis là, je sais plus qu'est-ce qui est important. Mais en fait, cet exercice-là permet justement de se recentrer sur qu'est-ce qui est vraiment important là-dedans. Donc, vraiment, super intéressant. Mais c'est assez, on a assez parlé de nous, je pense, j'ai assez parlé de moi. Cette semaine, j'ai rencontré, en fait, c'était pas cette semaine, mais c'était la semaine dernière, mais j'ai rencontré Julie Normandin, qui est une coach littéraire. Et on a parlé de son métier de coach et du coaching en général. Donc, on s'en va écouter ça tout de suite et on vous revient après. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de recevoir Julie Normandin, qui est une personne avec une très longue liste de trucs à son actif finalement et qui va nous parler plutôt de ses projets de coach littéraire. Salut Julie, comment ça va? Ça va bien, merci de me recevoir chez toi. Ça fait plaisir. Oui, virtuellement, on le précise. Oui, toujours. COVID oblige. Alors, Julie, pour commencer, nous, on se connaît depuis un certain temps, mais pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler un peu de toi puis de ton parcours finalement? Oui, écoute, moi, je suis une passionnée de livres, d'abord et avant tout, de palper le livre, de toucher le livre, de mots, d'inspiration. Je travaille dans l'univers du livre, je travaille aussi dans l'univers passionnant du marketing. Et donc, j'ai combiné ces deux passions-là il y a quelques années. Et puis, j'ai étudié en journalisme. J'ai étudié en journalisme pour me rendre compte que très, très tôt dans ma carrière, j'écrivais pour des journaux et je faisais de la radio aussi, mais très, très tôt, je me suis rendu compte qu'en fait, mon attirance pour l'écriture était plutôt dans l'imagination, la créativité, dans les livres. Donc, j'ai laissé de côté cette carrière-là pour me consacrer à ma propre écriture. Et éventuellement, tout ça s'est transformé en devenant une maison d'édition, en devenant du coaching d'écriture, en devenant 10, bientôt 11 livres. Donc, tout ça évolue à un rythme quand même assez vite, je te dirais. Mais je suis une passionnée des mots. Je pense que je peux te résumer ça comme ça, là. Excellent. Puis là, tu en as glissé un mot. Maintenant, tu offres du coaching littéraire pour des auteurs en devenir ou des auteurs déjà publiés. Comment c'est venu sur ton parcours, ça, cette volonté-là d'aider les auteurs autour de toi? En fait, mon premier livre s'appelait Ma revanche sur Cendrillon. C'était un roman-récit à saveur psychopop sur le dating dans la vingtaine. OK. Et j'avais rencontré toutes sortes de personnes pour m'aider dans mon processus littéraire, là, de publication, pour être édité, tout ça, puis ça n'avait pas fonctionné. Et moi, j'ai toujours eu ce rêve-là, je ne sais pas pourquoi, mais de sortir mon premier livre avant l'âge de 30 ans. Donc, à un moment donné, j'avais 26 ans à peu près, puis je me suis dit, il faudrait que je le sorte si je veux faire check sur ma liste ou vu que ça n'a pas fonctionné avec des maisons d'édition traditionnelles. Et donc, je me suis mis en branle pour devenir l'entrepreneur de mon livre, donc aller en autopublication. Et puis, en faisant ces démarches-là, je me suis fait remarquer sur le web par le directeur de Québec Livre, parce que c'est une filière de Québécois. En tout cas, autrefois, c'était ça. Et donc, finalement, j'ai pu faire éditer mon livre dans une maison d'édition traditionnelle. Alors, je me rends à Montréal, bien excitée, signer mon contrat. Et un des premiers conseils qu'on me donne, c'était pas sans méchanceté, là, mais c'était vraiment, tu sais, là, lâche pas ta job, tu vivras pas de ça au Québec. Donc, c'est sûr que pour moi, ça a été comme... Je le savais déjà, mais me faire dire ça plutôt que de me faire dire, voici ce que tu peux faire pour t'aider à rayonner dans ta carrière, moi, ça me fait, moi, je te dirais, ça poliment en ligne, ça me fait chier. Donc, moi, c'est sûr que quand on me dit d'aller à droite, je m'en vais à gauche. Fait que tu me dis que je peux pas vivre de ça au Québec, je vais te prouver le contraire. Ça a commencé avec une envie un peu rebelle là, de prouver aux gens que oui, on pouvait faire les choses différemment ici au Québec. Et puis, finalement, j'ai eu quelques livres de publier en maison d'édition traditionnelle. Puis c'est par la suite, là, une fois que tu baignes dans le monde de l'édition, une fois que tu comprends comment ça fonctionne et comment l'auteur n'est pas nécessairement mis de l'avant ou en tout cas que c'est vraiment difficile de vivre de ses idées puis de se démarquer, c'est là que j'ai eu envie d'abord et avant tout pour moi,
de me démarquer avec mes livres, mais aussi de connecter avec des autres auteurs pour faire la même chose. Fait que, je te dirais que le coaching, là, c'est vraiment venu par une demande de l'extérieur autour de moi. C'est arrivé comme ça parce que je ne m'enlignais pas en tout pour faire ça. Là. Moi, j'étais vraiment dans l'écriture seulement de mes propres livres. Puis une fois que j'ai goûté au coaching, j'ai adoré le fait de me connecter aux idées des autres puis de brainstormer puis faire du push sur ces idées-là. Et comme j'en ai 10 millions des idées, puis que je ne savais pas tout le temps où les placer, puis que je ne peux pas tout écrire ces livres-là, ben je me suis dit, je vais les offrir, mes idées, en coaching, justement, en brainstorm. Donc c'est vraiment, c'est venu comme ça. C'est arrivé par l'extérieur, je te dirais, par la demande. Parfait. Donc, comment ça se passe? Mettons que moi, je voudrais m'engager dans une relation de coaching avec toi. Comment ça se passe tout ce processus de coaching-là? Bien, premièrement, il faut voir si le fit est bon, hein, parce que c'est pas tout le temps. C'est comme magasiner une psy, là, ça se magasine cette affaire-là. Fait que les coachs d'écriture, je te dirais que c'est un peu la même affaire parce que toutes les personnes qui accompagnent, il n'y en a pas énormément, mais les personnes qui accompagnent ont des approches différentes, des visions différentes. Donc, il faut vraiment que tu sentes que la connexion en marche. Fait que comme souvent, quand quelqu'un m'approche pour l'aider, justement, soit dans l'écriture ou dans son parcours de publication, je lui dis tout le temps, tu veux-tu qu'on jase quelques minutes au téléphone, voir si le fit est bon, tu sais. Puis, évidemment, même si le fit est bon, ça ne veut pas dire que ma façon de fonctionner va être la même que l'auteur qui est en face de moi. Fait que, tu sais, moi, ce que je propose, dans le fond, c'est une façon de travailler, c'est une vision. Mais de temps en temps, je dois m'ajuster justement à l'auteur. Tu sais, il y en a qui commencent par la fin. Il y en a qui il y en a qui ont besoin d'un plan. Il y en a pour qui les plans, c'est très contraignant. Donc, peu importe c'est quoi ma façon aussi, il faut qu'on s'ajuste dans cette relation-là. Donc, si le fit n'est pas bon à la base, ça va être vraiment difficile de s'ajuster à l'autre. C'est comme une relation bien normale. Puis, évidemment, je commence toujours par une séance de brainstorm avec la personne. Je fais quelques exercices sur c'est quoi ses coups de cœur littéraires, pourquoi elle veut écrire un livre. Donc, je connecte vraiment avec le cerveau de la personne en face de moi. Ça fait bizarre à dire, là, mais c'est ça pareil parce que dans le passé, j'avais coécrit, j'ai coécrit 5 romans avec une personne. Puis c'est vraiment ça, l'astuce qui faisait que ça fonctionnait, c'est que nos cerveaux étaient vraiment à la même place. On était connectés, nos idées étaient sur la même longueur d'onde. Donc, c'est comme si je reprenais ça et que j'essaie de le créer avec la personne en face de moi pour vraiment comprendre où elle s'en va. Puis une fois que je suis connectée avec elle, qu'on fait un brainstorm, bien, on établit un plan qui est quand même très, très simple parce que pour moi, c'est important de laisser une certaine flexibilité. Un livre, ça s'écrit, il y a beaucoup de changements qui peuvent, si tu le sais toi-même, au début jusqu'à la fin. Là, tu peux changer d'idée sur la personnalité d'un personnage, sur les événements qui vont se passer. À un moment donné, tu connectes tellement avec tes personnages que l'idée que tu avais au départ, mais ça se peut plus parce que ça ne fit plus avec cette personne-là qui est quasiment devenue vivante pour toi. C'est pratiquement ça. Tu penses comme elle, tu l'habites. Donc, bref, on fait un plan simple du premier tiers du livre. Fait que tu as à peu près les 25 000, 30 000 premiers mots. Puis après ça, la personne se lance dans l'écriture. Des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pouce sur là, tu as besoin d'écrire cette semaine. Il y en a qui ont besoin de ça. Fait que, tu sais, j'évalue les besoins de la personne. Il y en a qui ont besoin de se faire relire, qui veulent se faire relire dès les premiers mots pour voir c'est quoi les suggestions puis un regard extérieur. Puis il y en a d'autres qui vont attendre à la fin. Mais tu sais, ça se fait en plusieurs rencontres parce qu'on ajuste le plan. Une fois que la première partie est terminée, on va embarquer dans la deuxième et dans la troisième partie. Fait que généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais comme je te dis, ça prend de la flexibilité parce que chaque personne est différente, chaque façon de fonctionner est différente. Puis, il faut apprendre à se connaître aussi, l'auteur et moi, dans ce processus-là. Ouais. Est-ce que ça arrive que quelqu'un te contacte puis qui est déjà dans un processus d'écriture? Tu sais, là, tu parlais de faire un plan, mais est-ce que ça arrive que quelqu'un dit, ben moi, j'ai écrit un livre, j'approche de la fin, mais je sais plus trop quoi faire, peux-tu m'aider? Est-ce que tu prends des gens en cours de route comme ça? Oui, c'est ça. Oui, ça aussi, ça arrive. Des fois, les auteurs ont... Tu sais, ce qui est commun à chacun des auteurs, peu importe où ils sont rendus, là, c'est qu'à un moment donné, et moi la première aussi, là, chaque fois qu'on est dans un projet, on dirait qu'à un moment donné, on prend du recul ou on est trop dedans, puis on se dit « Ah, c'est vraiment poche. Je suis pas sûre que j'étais à la bonne place, mais il semble que c'est pas bon. » On a tout ça. Puis surtout, je sais pas, là, toi, c'est comment tu le vois, mais avant un lancement, surtout, c'est ça le pic du « Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est donc bien mauvais. » J'ai fait ça à mon dernier lancement, moi aussi. J'étais comme « Je peux pas croire que je publie ça. C'est de la merde. » En tout cas.
Fait que peu importe où est rendue l'écrivaine, c'est ça, elle a besoin de ce regard extérieur-là. Fait que dans ce temps-là, moi, ce que je fais tout simplement, c'est qu'au lieu de faire une séance de brainstorm, c'est que je me connecte à elle en lisant son projet. Mais évidemment, il va falloir que je lui parle pour savoir c'était quoi ses intentions, c'était quoi son objectif à la fin du livre, si c'est un livre de croissance personnelle, ou c'est quoi les quêtes de ses personnages pour voir si tout ça... Puis je vais vraiment faire plusieurs lectures, puis il y a des lectures que je fais vraiment en mode lectrice. Est-ce que ça me touche? Est-ce que... Puis évidemment, il y a des styles qui sont moins... je lis pas de tout le temps, donc... Mais je suis quand même capable de me... Parce qu'au début, là, de confidence, j'ai commencé en écrivant des livres de chick-lit, mais moi, aujourd'hui, la chick-lit, j'en fais plus, ça me tente plus. Mais je voulais pas coacher... Je voulais coacher de la chick-lit parce que c'est ce que je connaissais, puis c'est comme ça que je savais qu'on faisait un plan de chick-lit et tout. Puis au début, j'avais 0 chick-lit. C'était de la science-fiction, des romans historiques, des biographies, c'était n'importe quoi sauf de la chick-lit. Fait que j'ai développé, je te dirais, un peu peu importe c'est quoi, peu importe si le sujet ou le type de livre m'interpelle ou pas, je suis capable de me mettre en mode lectrice pour voir si je connecte avec les personnages, parce que c'est ça qui est important. Peu importe le style, l'auteur veut connecter avec sa lectrice. Donc, je vais me mettre en mode lectrice, je vais me mettre en mode aussi éditrice pour voir au niveau du contenu, au niveau de la structure, comment c'est fait. Fait que ouais, il y a un petit peu de tout, toutes sortes de personnes qui m'interpellent. Toi, tu as l'expérience aussi en tant qu'éditrice, donc tu as travaillé vraiment dans le domaine, fait que ça peut... À quel point ça t'aide dans l'accompagnement d'un auteur, justement? Est-ce que tu gardes toujours ce chapeau-là, cet ancien chapeau-là d'éditrice en disant, ben ça m'intéresserait comme lectrice, mais en tant qu'éditrice, va pas dans cette lignée-là? Ou est-ce que tu prends je cherche mes mots, là, mais est-ce que tu prends cet élan-là des fois? Oui, je comprends ta question. Oui, j'ai tous les chapeaux, en fait, cohabitent. Puis l'honnêteté est hyper importante pour moi parce que le monde de l'édition, c'est un domaine qui est flou. On ne sait pas par quel bout prendre ça. Et le gros de mon travail, 75% de mon travail, c'est de la pédagogie. Donc, d'informer les gens sur justement comment ça marche ce milieu-là, où est-ce qu'on s'en va, à qui on parle, comment on est payé, Fait que c'est vraiment d'informer tout ça. Puis comme maintenant, je suis all-in dans l'auto-publication parce que je pense que c'est la meilleure façon de faire rayonner un auteur. Puis c'est comme ça aussi qu'il y en a plus dans ses poches, au bout du compte. Il y a une aura qui vient avec le fait de publier un livre, tu sais, et de voir son livre en librairie. Donc, c'est beaucoup d'expliquer aux gens que c'est pas tant d'avoir C'est super cool d'avoir ton livre en librairie. Tu as un sentiment de fierté, tu te sens que tu te réalises, mais c'est pas ça qui en met le plus dans les poches de l'écrivaine, puis c'est pas ça qui fait que sa carrière va durer plus longtemps, tu comprends? Fait que c'est beaucoup de la pédagogie, puis de l'explication, puis de prendre par la main pour expliquer justement, voici à quoi ça ressemble, fait que selon tes besoins, quelle est la meilleure façon pour toi de sortir ton livre. Super. J'aime ça ce que tu dis par rapport qu'effectivement, avoir son livre dans une librairie, il y a comme quelque chose de... C'est beau, tu sais, ça paraît comme un accomplissement, mais effectivement, c'est vrai qu'en bout de ligne, ben, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche, pour reprendre les paroles de ton ancien éditeur. Tu feras pas ta vie avec ça. Oui, c'est ça. Ben non. C'est vraiment cool. Puis tu sais, ça paraît bien, là, mais tout ça, c'est en apparence parce que concrètement, dans le travail de l'auteur puis dans sa carrière, ça change pas grand-chose. C'est intéressant. Dis-moi, selon toi, c'est quoi les meilleures qualités que quelqu'un pourrait avoir pour être coach littéraire? Donc, moi, mettons, je me cherche un coach. Qu'est-ce que je devrais chercher comme qualité chez cette personne-là? Ben, je pense, la première affaire qui me vient quand tu me demandes ça, c'est parce que je n'ai jamais réfléchi à cette question-là, bien honnêtement, mais la première réponse qui me vient, c'est des idées. Donc, la personne doit être en mesure d'avoir une imagination débordante. La deuxième, comme je te disais tantôt, le fit doit être bon. Donc, je pense que le coach doit être en mesure de prendre l'auteur devant lui comme de partir de ses idées à elle, donc être en mode bienveillance, en mode accompagnement, ce qui est le meilleur pour cette personne-là. Bien, évidemment, les compétences, là, on va se le dire. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le domaine du coaching, dans toutes les sphères et dans tous les domaines sans nécessairement avoir... Moi, j'ai déjà vu des coachs d'écriture sans jamais que ces personnes-là aient écrit de livres ou même publié, là, tu sais. Fait que valider un petit peu l'expérience de la personne, mais je dirais l'élément central, c'est vraiment le fit.
Si cette personne-là te pose des questions qui te font réfléchir, qui te font débloquer sur des idées, ça, c'est hyper nourrissant pour l'auteur. Super. Ben effectivement, je pense que ça doit prendre aussi un bon esprit j'allais dire d'analyse, mais peut-être d'être capable justement de prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de lire, puis de se poser des questions, chose que l'auteur souvent n'arrive pas à faire parce que c'est normal. Là, on est tellement impliqué émotionnellement dans le livre que c'est difficile de reculer et de dire « mais c'est vraiment bon ça? » ou dire « c'est vraiment mauvais? » Exactement. Puis en fait, moi, je pense qu'il n'y a rien de mauvais, là. Quand ça répond à la quête, puis quand ça répond à l'objectif du livre, il y a moyen. Pour ça que je dis tout le temps, n'effacer et ne jeter jamais rien. Parce que tout peut être récupéré, ne serait-ce que transformé pour fitter dans le livre. Puis en cours de route, les auteurs perdent des fois les objectifs. Tu sais, ce chapitre-là, cette idée-là, c'est-tu vraiment relié à ma quête? C'est-tu vraiment important? Ça apporte-tu un plus ou pas du tout? Puis, je dis souvent aussi qu'écrire un livre, ça se fait avec le cœur, mais éditer, ça se fait avec la tête. Fait que, tu sais, des fois, il faut faire des choix. Puis quand on est dans un processus artistique de création, on est beaucoup dans... Il y a beaucoup de nous là-dedans. Fait que c'est difficile de prendre le recul pour savoir ce qui est bon ou non. Là. Ah, c'est beau dit comme ça. Il y a beaucoup de nous là-dedans. Mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Puis, pour faire un parallèle avec ma question précédente, ce serait quoi les erreurs à ne pas faire quand on choisit un coach? Les erreurs à éviter? Oui. Quand on choisit un coach? Excellente question. Ben, ne pas checker son background, là, comme je te dis. Il faut vraiment aller voir si la personne a des connaissances là-dedans et est dans le milieu. Les erreurs aussi, je te dirais, ben, se lancer dans l'écriture alors qu'on n'est pas prêt du tout. Parce que comme un coach en écriture, ça implique des frais. Si tu veux vraiment beaucoup lancer ton livre, écrire ton livre, te lancer dans l'écriture, mais que c'est pas réaliste avec ton horaire actuel, puis finalement, ça va te servir à rien, ben, je pense qu'un coach peut vraiment l'évaluer. Si ton coach est bon, là, dans la première rencontre, il peut vraiment évaluer ça. Parce que, tu sais, moi, je pose tout le temps la question, réalistement, tu peux écrire 1 fois par semaine ou 10 fois par semaine, puis à quel rythme, puis par rapport... Puis l'honnêteté aussi, là, tu sais, je veux dire, un bon coach doit être honnête. Donc, se lancer là-dedans parce que c'est beau puis que ça a l'air le fun, mais c'est vraiment... Puis prendre ça comme quelque chose de léger. Mais non, l'écriture d'un livre, là, c'est un marathon. Là. Ça prend de la discipline, ça prend de la rigueur. Donc, quand vous êtes rendu à choisir un coach puis aller de l'avant, c'est parce que vous êtes vraiment prêt à écrire le livre. Là. Super. Donc, pas que ce soit une décision sur un coup de tête, mais vraiment quelque chose de réfléchi. Oui, c'est ça. Mais en même temps aussi, tu vois, j'ai une cliente dernièrement qui était je l'avais accompagnée pour son premier roman, puis là, elle était prête à écrire son 2e livre. Puis on a commencé, puis en cours de route, elle s'est rendue compte que c'était pas réaliste avec son entreprise, tout le travail qu'elle avait à faire, que la promotion de son premier livre n'était pas terminée. Fait que, on a mis ça sur la glace. Fait que je pense que c'était très pertinent pour elle. Puis, tu sais, on a stoppé tout ce qui était paiement, puis j'ai pas... j'ai dit, je vais relire ce que tu as fait quand tu seras prête. Fait que, tu sais, des fois, on pense qu'on veut, mais on ne fait pas assez de place pour ça. C'est comme un peu comme le sport. Tu sais, tu te dis, je vais me mettre en forme. Il faut vraiment que tu aies du temps à mettre dans ton horaire pour ça. Là. J'aime le parallèle. Oui, bonne affaire. Moi, j'ai quelque chose que je voudrais qu'on discute parce que il y a quelque chose que tu as toujours mis de l'avant dans toutes tes publications en ligne, par exemple sur ton groupe que tu gères qui s'appelait Les Écrivaines, mais qui s'appelle maintenant Les Créatives, c'est ça? Oui, exact. Donc, tu as toujours dit que toi, ton but, c'était ben là, je vais paraphraser, là, je t'ai peut-être pas cité, là, mais que d'en mettre plus dans les poches de l'auteur, donc de mettre l'auteur de l'avant. Ouais. J'ai l'impression que maintenant, tes projets sont vraiment centrés autour de cette idée-là. Peux-tu nous parler un peu plus de qu'est-ce que tu fais maintenant au quotidien là, pour les auteurs? C'est quoi tes projets? Bien, en fait, c'est vraiment de montrer tu sais, j'ai un membership actuellement là, qui est vraiment qui se passe en ligne. Parce que, tu sais, je faisais beaucoup de coaching privé, mais je manquais de temps dans mon horaire. Donc, j'ai créé une formation en ligne pour expliquer comment, à ma façon, à moi, Ginny Normandin, j'écris, je produis, je markete, je lance et je mets en marché un livre. Fait que, tu sais, les gens peuvent se connecter en ligne, puis moi, je me connecte justement pour aller répondre à leurs questions quelques fois par mois. Et donc, ce membership-là, c'est la même affaire, ça colle vraiment à ma vision dans le sens que c'est de montrer qu'un livre, c'est un produit. Parce qu'on est beaucoup dans une culture où la culture, ça ne rapporte pas d'argent, justement. Mm-hmm.
Mais puis qu'on fait ça juste parce que c'est bénéfique et que pour faire avancer la culture, toutes sortes de choses de même. Mais en même temps, un livre, c'est un produit. Fait que quand une écrivaine me dit, tu sais, moi, si ça marche, ça marche pas sûr que je crois ça. Au fond, là, on a toujours l'espoir que ça fonctionne. Fait que moi, là, c'est d'enseigner dès le début à avoir le mindset de penser ton livre comme une business. Fait que tous les éléments que tu dois mettre en place avant le lancement, pendant et après, pour que tu t'assures un meilleur rayonnement du livre. C'est vraiment ça l'objectif. Pour en mettre plus dans les poches d'un auteur, là, c'est vraiment de voir le livre comme un produit, puis de gérer le marketing du livre, de gérer la mise en marché, de gérer les RH, de gérer les investissements et tout ça. Parce qu'on va chercher aussi des investissements en autopublication là, avant de lancer un livre pour diminuer les coûts, parce qu'un livre, ça coûte très, très cher à produire, sans compter le lancement, sans compter le marketing, sans compter rien. C'est ça, en fait. C'est de penser comme une entrepreneur pour son livre. Changer la mentalité, ça revient à ce que je t'ai dit tantôt, la pédagogie. C'est encore de la pédagogie, en fait. C'est la même affaire. Oui, puis je trouve que ça rejoint exactement le titre de notre podcast. On a décidé de l'appeler comme ça parce qu'on a décidé de l'appeler entrepreneur parce qu'on trouvait justement qu'un auteur devenait nécessairement l'entrepreneur derrière son livre, peu importe qu'il soit auto-édité ou pas, mais ça reste que... même s'il se fait éditer traditionnellement, mais corrige-moi si je me trompe, mais oui, il y a beaucoup de choses qui vont être prises en charge par la maison d'édition, mais d'un autre côté, tout ce qui est promotion du livre, puis visibilité, tout ça, ça reste quand même dans la cour de l'auteur. Exactement. Peu importe, tu as tout à fait raison, peu importe le modèle d'édition que tu choisis, il faut toujours que tu restes faut pas que tu remettes ça dans les mains de ta maison d'édition. Parce que oui, ils vont faire des actions de base, là, envoyer des communiqués de presse, envoyer des exemplaires de ton livre à la sortie, mais c'est un travail qui est constant. C'est pas juste une fois, il faut que tu fasses ça. Fait qu'il faut vraiment que tu restes l'entrepreneur, peu importe c'est quoi ton modèle d'édition. Tout à fait d'accord avec ça. Et toi, est-ce que tu fais cet accompagnement-là dans ton travail, dans ton entreprise de, oui, aider les gens à écrire leur livre, mais une fois que le livre est écrit, est-ce que tu vas plus loin dans l'accompagnement, justement, marketing, lancement, tout ça, pour aider l'auteur à se lancer là-dedans? Oui, en fait, exactement. Au début, je l'enseignais, puis par la bande, on m'a demandé il y a plusieurs écrivaines qui m'ont écrit qui avaient déjà un livre qui était lancé, donc de savoir comment parler aux lectrices, comment se démarquer sur les médias sociaux. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de Muse Marketing. Vraiment, au début, c'était aider que les écrivaines, puis finalement, j'ai aussi des gens, des créatives. C'est pour ça que le groupe a changé de nom. Les écrivaines est passé aux créatives. C'est toutes sortes d'artistes qui m'ont contacté pour les aider côté marketing. Donc, c'est l'agence Muse Marketing. Puis là, j'ai une équipe alentour de moi en gestion, en marketing, en création de sites web, bref, des experts. Puis oui, c'est quelque chose qu'on fait, effectivement. Parce que souvent, c'est ça que la question qu'on a. Une fois que le livre est écrit, c'est bien beau, là, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant pour qu'il se vende? Où est-ce qu'on trouve nos lecteurs? C'est tout le temps une préoccupation qu'on ressent là, au sein de la communauté d'auteurs, surtout les auteurs auto-édités qui ne se retrouvent pas nécessairement en librairie. Donc, comment on fait pour créer un push autour du lancement de mon livre pour que les gens aient envie de l'acheter, tout ça? Donc, c'est intéressant de savoir qu'il existe des services qui peuvent aider l'auteur là-dedans, comme ton projet Muse Marketing. Oui, absolument. Puis c'était bien important de savoir que le marketing d'un lancement de livre, là, c'est bien avant la sortie du livre. Il y a rien de perdu. Là. Si la personne arrive et que son livre est déjà lancé, on va partir de là et on va travailler. Mais un livre, ça se lance et ça se relance et il faut toujours créer le momentum. C'est pas vrai qu'un momentum, ça arrive puis qu'une fois que c'est passé, c'est fini. On le crée. C'est ça l'objectif avec Muse Marketing. Je trouve ça super, super intéressant comme service. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Pour vrai, moi, j'adore ça. Oui, bien, ça doit être vraiment super enrichissant d'accompagner les auteurs et les artistes dans ce genre de processus-là, de partir d'une idée puis de l'amener jusqu'à temps qu'il y ait des ventes. Là. Donc, exact. C'est vraiment intéressant. Moi, ça, là, l'espèce d'imagination, de la créativité autour de quelque chose qui est dans ta tête puis qu'à un moment donné, tu tiens dans tes mains, moi, ça me fascine. Peu importe les livres puis les entrepreneurs puis dans l'histoire, de lire là-dessus, ça me fascine complètement. J'adore ça. C'est beau être un artiste. Ah oui, c'est très beau.
En terminant, Julie, dis-moi, je finis toujours par cette question-là, mais si tu avais devant toi, et je suis certaine que ça arrive régulièrement, mais un écrivain qui débute, ce serait quoi ton top conseil ou tes conseils que tu lui donnerais? Ça peut être sur n'importe quel sujet. Ben, juste d'écrire. Puis ça, là, c'est un conseil très, très basique, là, qu'on pense que c'est inutile, mais des fois, j'ai à le répéter même à des gens qui ont déjà publié un livre. Parce que moins on est en contact avec l'écriture, moins on a des idées, moins on avance vite dans le... Fait que c'est toujours de rester en contact avec l'écriture, qu'on soit dans un projet de livre ou non. Le plus souvent possible. Et puis, il y a certains coachs qui disent que tu n'as pas besoin de lire des livres pour bien écrire. Je suis encore un petit peu réticente là-dessus. Je me dis, moi, plus tu lis, plus tu es en contact avec des idées, des genres, des structures de phrases. Fait que ça améliore tes capacités aussi d'écrire. Puis s'intéresser beaucoup, souvent quand... Excuse-moi, j'ai comme plusieurs affaires finalement. C'est correct. Mais quand on écrit, souvent on le fait pour soi, mais aussi de toujours penser que c'est de créer un contact avec la lectrice, donc à qui tu parles. Donc, toujours réfléchir sur c'est qui cette personne-là, parce que tu ne vas pas parler de la même façon à... nécessairement, tout dépendant du genre que tu écris, là, mais tu sais, il y a toutes sortes de publics, fait que c'est bien important d'avoir ça en tête, savoir à qui tu parles. Donc, ça reste assez simple, hein? Écrire, lire, des choses de base, mais qui peut-être des fois sont mis de côté. On a un projet d'écrire un livre, mais on n'a pas le temps à consacrer à écrire ni à lire. Peut-être qu'il faudrait revoir nos priorités finalement. Mais c'est comme la même chose que, puis tu sais, c'est 5 minutes de lecture par jour, là, c'est pas tant. Puis les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps d'écrire, 10 minutes par jour, ça le fait, ou tu sais, une demi-heure par semaine, c'est bien correct. Puis c'est souvent aussi des conseils comme ben niaiseux, comme, tu sais, quand tu manques d'énergie dans ta vie, là, ben peut-être que ton alimentation est à revoir, peut-être que tu manges sur le pouce, peut-être que tu ne bois pas assez d'eau. C'est tout le temps la base, toujours revenir à la base puis à ce qui est essentiel puis très simple. Merveilleux. Dis-moi, Julie, où est-ce qu'on peut te rejoindre si jamais on a envie de faire affaire avec toi? julienormandin.com. Je pense qu'il y a une section pour entrer en contact avec moi. Sinon, il y a la page Julie Normandin Muse aussi où vous pouvez m'écrire via Messenger. Je prends mes messages 2 fois par semaine. Pas à tous les jours, mais je réponds à tout le monde. Excellent. Mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir te joindre à nous pour un nouveau podcast de Entrepreneur. Et je suis certaine que ton expérience aura certainement aidé les auditeurs peu importe, hein, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, donc au niveau de l'écriture, au niveau de la promotion, au niveau de la discipline, au niveau du coaching, etc. Donc, merci beaucoup, puis on aura sûrement le plaisir de se reparler dans d'autres circonstances. Ben oui, c'est sûr, puis bon succès à tout le monde. Merci. Bye! Un gros merci à Julie pour cette super entrevue. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Elle a une belle énergie, une belle motivation. Ça donne envie de la consulter ou de se relancer dans des nouveaux projets. C'est ça, j'allais dire. Est-ce que ça t'a donné envie de faire affaire avec une coach littéraire pour un éventuel projet dans un style peut-être différent de ce que tu fais déjà? C'est une bonne question. Je pense qu'il n'y a rien qui se fait en vase clos. Puis que d'avoir des regards extérieurs un peu comme on a avec le bêta-lecteur ou avec un éditeur, ça nous permet d'améliorer notre projet puis de le porter plus loin. Puis des fois, on avait une vision vraiment... on avait quelque chose de grandiose en tête. Finalement, dans la réalisation des choses, c'est un petit peu moins grand. Puis en allant chercher un regard externe, on arrive à le ramener finalement à ce niveau-là. La personne arrive à cibler où est-ce qu'on a manqué d'ambition pour vraiment atteindre la vision qu'on avait. Puis je pense que, oui, un jour, je pense que ça va être... mais je pense que quand je vais avoir atteint les limites de ce que moi je vois dans mon texte, puis quand mon équipe peut-être de bêta-lecteurs aura plus nécessairement de commentaires à m'apporter, ben je pense que ça sera signe que on a atteint notre niveau de compétence puis que ça me prend quelqu'un d'externe. Oui, puis en fait, j'en parlais dans l'entrevue, puis de savoir quand est-ce que c'était le bon moment, justement, de consulter un coach. Mais ce que j'en conclus de tout ça, c'est que ça peut être n'importe quand dans notre carrière, ça peut être n'importe quand dans notre écriture même, ça peut être avant d'avoir commencé le livre, sur le bord de l'avoir fini, en plein milieu, ça peut être n'importe quand. Mais effectivement, un regard extérieur
c'est toujours bienvenu. Chanceux ceux qui ont la chance de l'avoir. Chanceux, oui, ceux qui ont la chance. Bref, vous êtes chanceux si vous avez la possibilité d'avoir quelqu'un qui regarde votre texte avec un œil extérieur et non avec l'œil d'un parent ou d'un conjoint ou d'un ami qui est là. Ah, c'est bon, c'est excellent. Non, des fois, d'avoir vraiment la bonne critique, ça peut beaucoup aider, je pense. Parce que c'est pas vrai que c'est toujours excellent, là. Même si vous nous le dites, c'est pas toujours vrai. Ouais, c'est ça. On sait que, ben, tu sais, on veut pas blesser l'autre. Donc, tu sais, pour avoir, moi aussi, donné des commentaires, on veut pas froisser l'autre. Puis après ça, tu sais, même moi, dans les commentaires, comme là, mon plus récent projet, il y a une romance qui est pas nécessairement, c'est pas le sujet central, mais c'est très important à l'histoire. Puis c'est ça, mon conjoint était comme, ah, ben là, pourquoi une romance? Ça m'intéresse. Tu sais, là, je Ça dis, non, non, m'intéresse pas, moi. le livre va avoir une romance, puis c'est non négociable. Donc, à partir de là, bon, il a accepté ce fait-là, puis il a travaillé autour de ça. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, mon idée était très arrêtée sur ce sujet-là. Fait que c'est sûr que des fois, faut être plus ouvert d'esprit sur d'autres choses, là, mais quand on sait exactement ce que notre projet demande, là, faut des fois recentrer là, ce qu'on fait avec ça. Puis sinon, je trouvais que quand elle a mentionné qu'on avait tous un point en commun, donc à un moment ou à un autre, on allait avoir des doutes, qu'on allait vivre des doutes, je pense que ça m'a beaucoup rejoint parce que justement, à peu près aux trois quarts de l'écriture, ben, je pense que j'en avais parlé dans un des épisodes, aux trois quarts de l'écriture de mon projet en cours, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est ordinaire. Le début est excellent, mais là, la fin, c'est horrible. Puis je me suis dit, mes lecteurs actuels, il n'y a pas personne qui va être intéressé à lire ça. Puis, donc, tu sais, j'avais vraiment des gros doutes. Puis bon, je m'en suis sortie moi-même, puis avec mon conjoint. Mais c'est quand même. Puis bon, c'est pas la première fois que je le vis, donc j'ai reconnu le piège qui s'ouvrait sous mes pieds, là. Mais c'est difficile, c'est de vivre ça seul. Je sais pas, toi, Oui. quand tu vis ça, quand ça t'arrive, comment tu vis ça? Ouf! Ben, souvent, c'est signe que j'ai besoin de prendre du recul. Donc, prendre une petite pause ou juste d'arrêter de se questionner puis de dire, ben là, c'est peut-être mauvais ce que je viens d'écrire, mais au moins, je vais me rendre au bout. Puis après, je relirai du début, puis j'analyserai, parce que si on passe notre temps qu'à relire, ben là, en tout cas, dans mon cas, ça accélère ce doute-là, ou c'est comme des extrêmes. Des fois, je relis, puis je fais, mon Dieu, c'est donc bien bon, c'est merveilleux, alors que ça ne l'est pas nécessairement tant que ça. Et d'autres fois, c'est mauvais, alors que c'est peut-être pas si pire que ça, finalement. Mais des fois, juste de prendre justement du recul, puis aussi, ben, on en parle souvent, mais d'avoir un réseau d'auteurs, un réseau d'amis écrivains, pas nécessairement des amis proches, mais des gens à qui on peut confier ces doutes-là ou même faire lire des extraits. Ça peut toujours être bien. Moi, j'ai un petit groupe là, d'amis, amis/connaissances. Il y en a qui sont plus proches que d'autres. On se partage, bon, pas si régulièrement que ça, mais quand on arrive devant des murs, on peut justement venir comme aller chercher la vie des autres puis se remonter le moral un peu mutuellement. Ça aide beaucoup. Mais c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas tout seul là-dedans, qu'on vit toute la même chose. Oui, c'est ça. Puis que même après 10 ans, 15 ans de carrière, le défi est encore là, puis les certitudes sont pas nécessairement plus solides. Donc, faut être humble. Faut avoir assez d'ego pour porter le projet à bien, mais il faut rester humble. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Il y a un autre point. Au début, elle parlait qu'elle avait décidé qu'elle voulait coacher dans un genre littéraire qu'elle connaissait bien. Puis elle est revenue là-dessus sur la fin de l'entrevue en disant qu'il fallait lire énormément. Puis je pense que ça vient vraiment souligner le point qu'il faut avoir une bonne maîtrise du genre littéraire qu'on écrit, dans lequel on écrit, parce que ça va nous aider à comprendre ce que les lecteurs cherchent. Oui. Donc, sans nécessairement suivre à la ligne la mode ou les tendances ou l'industrie. Mais si on sait ce que les lecteurs, à quoi ils s'attendent, ben après ça, on sait où est-ce qu'on peut être plus fantaisiste ou faire preuve de plus d'originalité. Parce que si le lecteur retrouve ses éléments favoris, il va nous permettre un peu plus de liberté sur le reste. Donc, je pense que
tout ça passe par une bonne compréhension de ce que nos lecteurs recherchent. C'est quoi notre genre littéraire? Quelles sont les choses immuables? Tu sais, comme une romance, ça prend généralement une fin heureuse. Oui. Ou heureux pour l'instant. Tandis que si c'est une romance qui finit mal, ben ça va peut-être être plus un type de littérature blanche ou un mémoire ou autre chose que ça. On ne pourra pas l'étiqueter romance de la même façon. Tout à fait. Ben moi, je lis beaucoup, donc je pense que j'ai ce conseil-là facile à appliquer dans mon cas, ce qui n'est pas toujours le cas pour des conseils, mais celui de la lecture, oui, tout à fait. Et je le recommande à tous ceux qui écrivent d'ailleurs de lire au moins régulièrement, là. Pas obligé de lire 100 livres par année, mais lisez justement dans votre genre, oui, mais aussi dans d'autres genres, parce qu'on peut s'inspirer de l'écriture qui est faite dans d'autres catégories. Ce ne sera pas nécessairement la même structure qu'on va employer dans notre roman, mais de voir comment d'autres auteurs amènent les choses, ça peut être super intéressant. Oui, parce que c'est mon frère est musicien, puis il m'avait dit une fois, il dit les Cowboys Fringants, qui sont un groupe de musique populaire du Québec, s'est inspiré de certaines chansons de Metallica. Mais Metallica, c'est du métal, ça n'a pas grand-chose à voir. Donc, tu sais, où leur inspiration? On ne le sait pas, mais donc, on peut aller tirer de l'inspiration en lisant justement des genres un peu différents ou parallèles. Moi, tu vois, quand j'écris de la fantasy, on dirait que j'aime lire de la science-fiction et vice-versa. Donc, quand je lis de la science-fiction, je n'ai pas envie d'en lire, mais il y a assez de ressemblances entre le fantastique et la science-fiction que j'arrive à trouver des fois dans la façon dont l'auteur a dénoué son intrigue. Ça va m'inspirer de dire « Ah, ben oui », puis ça me fait débloquer. Je pense qu'en lisant 30 minutes par jour, je pense que c'est quand même, tu sais, avant d'aller se coucher en fin de journée ou pour faire une transition en 2 moments de la journée, là, à l'heure du dîner. Ça peut être, c'est une excellente habitude à prendre, ne serait-ce que pour se changer les idées. Oui, moi, j'aime ça lire sur l'heure du dîner. Justement parce que, de un, pendant ce temps-là, je ne regarde pas d'écran, à moins que je lise sur une liseuse, mais c'est quand même pas le même feeling pour l'œil que de regarder un écran d'ordinateur. Mais oui, ça fait décrocher, parce qu'on ne reste pas dans nos dossiers quand on a la tête dans une œuvre de fiction. On n'est pas en train de penser à ce qu'il faut faire l'après-midi, là. Ça fait vraiment du bien. Moi, je les vois passer tes lectures parce que je suis un témoin silencieux sur le groupe où tu fais tes carrés magie. Puis, je me demandais, avec la variété d'ouvrages que tu lis, parce que tu lis vraiment tout azimut, est-ce que ça te donne envie d'écrire d'autres styles littéraires? Est-ce que ça te donne envie de t'éloigner des littératures de l'imaginaire? Ah, vraiment. Oui. Mais je pense même que mon prochain projet, c'est quelque chose qui me trotte en tête depuis un certain temps, mais ça va plus être un genre de récit littéraire. La forme n'est pas encore précisée, mais j'ai lu beaucoup de choses ces temps-ci qui ont fait remuer des émotions en dedans de moi, puis des souvenirs, puis je me suis dit, ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. C'est pas précis encore. Puis quand est-ce que je ferai ce projet-là, j'ai aucune idée, parce qu'en ce moment, j'écris pas, je le répète à chaque semaine, mais c'est encore vrai, j'écris pas. Mais c'est pas grave, ça reviendra, puis rendu là, je vais terminer mon projet en cours, mais après, je pense que je vais sauter dans un autre secteur complètement, puis ça sera dur à marketer, mais c'est pas grave. Je suis prête à le vivre comme ça. En le sachant d'avance. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tout s'apprend dans la vie, je pense. Donc, on va y arriver. Donc, sur ces belles paroles, on va y arriver. On va arriver à la fin de notre épisode de cette semaine. J'espère que tout le monde a passé un beau week-end de Pâques quand même. Et nous, on se revoit la semaine prochaine avec une autre belle entrevue. Oui. Alors, bonne semaine à tout le monde. À bientôt.